Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, grâce à notre partenariat Ajactiv Ouest France, Sciences pour NTV reçoit Jacques Lang, invité par la librairie Le Fayère dans les locaux ici de Ouest France. Jacques Lang a côtoyé pendant près de 20 ans François Mitterrand. Il a travaillé à ses côtés à partir de 1978, où il a été par la suite pendant 10 ans ministre de la Culture, puis ministre de l'Éducation nationale. Il est aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe. Jacques Lang, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir répondu, d'avoir accepté cette interview. Quasiment 20 ans jour pour jour après la mort de François Mitterrand, vous sortez ce livre, Dictionnaire amoureux de François Mitterrand, chez Plon. Tout au long du livre, on sent chez vous une véritable admiration pour François Mitterrand. Vous le dites vous-même dès l'avant-propos. Vous avez une part de subjectivité quand vous parlez de lui, quand vous écrivez sur lui. Certaines mauvaises langues vous accusent d'ailleurs de Mitterrandolâtrie, notamment lorsque vous le défendez sur des affaires dans lesquelles il a été mis en cause, comme l'affaire Bousquet ou encore la guerre d'Algérie pendant laquelle il était ministre de l'Intérieur. Au fond, d'où vient cette adoration, d'où vient cette admiration pour François Mitterrand, et qu'est-ce qui en fait, à vos yeux, un homme politique si particulier ? Cette admiration ne tombe pas du ciel, c'est pas une admiration pour l'admiration. C'est pas l'admiration d'une statue ou l'idolâtrie d'une icône ou d'un dieu, non. C'est le fruit, je dirais, d'une confiance réciproque et partagée. C'est surtout le fruit d'une action que nous avons menée ensemble pour la culture, pour l'éducation, pour le changement politique. Et puis, ce sont d'abord, je dirais, en toute chose, ses qualités intellectuelles exceptionnelles, sa capacité à endurer, à résister, à tenir jusqu'au bout pour défendre ses convictions et les réaliser un jour, lorsqu'il a pu se faire élire président de la République. Voilà, c'était un homme de combat, et d'action et de rêve. Il aimait entremêler, je dirais, l'utopie concrète, et le combat pour un changement politique. Vous l'écrivez dans le livre, vous avez passé donc 10 ans au ministère de la Culture. Pendant ces 10 années, beaucoup de succès, quelques échecs aussi. Avec 20 ans de recul, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier aujourd'hui et quel est votre plus grand regret ? Alors, comme tout à l'heure, je le disais à quelqu'un, reprenant une formule que l'on prête à Sénèque, mieux vaut vivre de rêves que de regrets. Alors, je suis ainsi fait que je continue à rêver à des changements, à des transformations. Et s'il y a des lacunes dans l'action passée, alors rêvons à les combler aujourd'hui ou demain. Le plus fier, je ne sais pas si c'est le mot fierté, c'est une forme de plaisir ou de bonheur, c'est tout simplement d'avoir contribué à redonner à la culture dans ce pays une place centrale. Alors c'est à travers mille et une choses que je ne peux pas, que j'évoque dans ce livre, que je ne peux pas résumer en quelques mots. Il n'y a pas un acte ou un autre qui l'emporterait sur certaines actions. Je ne sais pas que répondre. Tout de même, pour les regrets, vous écrivez dans le livre que sur le moment, vous en avez voulu à Mitterrand de ne pas avoir insisté pour que l'exposition universelle en 89 ait lieu. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? De toute façon, aujourd'hui, le président de la République, François Hollande, s'est engagé dans un processus de candidature de la France à une exposition universelle. Oui, en effet, quand en 1981, François Mitterrand a été élu président de la République, je lui ai proposé que Paris devienne le futur lieu d'une exposition universelle. Il m'a dit oui. Tout a été imaginé, les projets conçus, et nous nous sommes heurtés à l'hostilité du maire de Paris de l'époque, M. Chirac, et de ses collaborateurs qui, par opposition politique, et peut-être pour de bonnes raisons, ne voulaient pas entendre parler d'une telle exposition universelle à Paris. Ils invoquaient des problèmes de circulation, de je ne sais quoi d'autre. Et finalement, François Mitterrand a fini par dire on ne peut pas concevoir une telle exposition si la municipalité de Paris est hostile. Et il a fini par renoncer. Et je lui en ai fait amicalement le reproche.
Et je lui fais aujourd'hui encore le reproche de ne pas avoir saisi cette magnifique occasion de faire de Paris la capitale du monde. Dans le livre, vous évoquez également le projet européen, donc une œuvre majeure de François Mitterrand durant ces 2 septennats, avec l'intensification de la réconciliation franco-allemande aux côtés d'Helmut Kohl, le traité de Maastricht, mais aussi la chaîne Arte, à laquelle vous avez contribué. Lors de ses vœux, François Hollande a parlé d'une Europe en péril. On le sait, l'Europe connaît une crise politique actuellement. Quel regard portez-vous sur cette crise européenne ? Bon, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup à dire. Parfois, l'élargissement à d'autres pays a été trop rapide, pas assez préparé. Et puis, cette Europe qui fait beaucoup de bonnes choses qu'on ne connaît pas, elle n'est même pas capable de mettre en valeur les bonnes choses qu'elle fait. Cette Europe manque parfois de capacité d'initiative. Je pense à la situation des réfugiés. Elle manque aussi d'âme, de chair. Elle donne le sentiment d'être un peu trop abstraite, un peu trop lointaine. Alors, moi je rêverais d'une Europe davantage tournée vers la jeunesse. Vous savez qu'il existe déjà depuis un certain temps les bourses Erasmus. Il faudrait les multiplier par 3, par 4, faire que tous les étudiants puissent, s'ils le veulent, se rendre dans un autre pays. Il faudrait encourager le plurilinguisme. Il faudrait développer davantage de projets de coopération scientifique. Bref, il faut que l'Europe exprime quelque chose de concret, d'utile et de fort. Et puis sans doute faudrait-il revoir aussi les règles de Maastricht. J'ai contribué avec d'autres à faire adopter. Les critères de Maastricht sont un peu trop sévères, les critères budgétaires. Il faudrait sans doute déverrouiller les choses pour encourager notamment les investissements d'avenir sous toutes les formes possibles et imaginables, notamment les investissements éducatifs et scientifiques. Je passe la parole. Alors cette semaine, la France va commémorer l'anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. On a pu voir que l'année 2015 a été marquée par la multiplication des actes islamophobes qui sont le fruit d'amalgames entre djihadistes et musulmans. Et en même temps, parallèlement, il semble que l'Institut du monde arabe connaisse de plus en plus de visiteurs. Je pense notamment à la dernière exposition sur Osiris qui semble connaître un franc succès. Du coup, selon vous, quel va être le rôle dans les prochaines années de l'Institut du monde arabe pour promouvoir encore plus la culture arabe et quels vont être les différents projets qui vont être mis en place ? Comme vous savez vous-même, pas seulement à l'Institut du monde arabe, dans la société en général, l'ignorance est la mère des préjugés, des clichés, et parfois des violences et des fanatismes. Donc tout ce qui peut contribuer à faire connaître la richesse de la culture arabe sous toutes ses formes, la culture ancienne, la culture contemporaine, tout ce qui peut contribuer à faciliter les échanges par des colloques, des rencontres, des débats, est une source de compréhension, donc peut aider à faire reculer l'intolérance. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux, l'IMA est devenue une sorte de ruche permanente qui permet d'assurer des rencontres de toutes sortes sur les droits des femmes, sur les religions, sur l'entremêlement des cultures, sur l'histoire. Voilà. Et nous avons d'ailleurs des relations avec Sciences Po, notamment Sciences Po Paris, assez nombreuses. C'est un des rôles importants de l'IMA, contribuer à faire reculer l'ignorance. D'accord. Et sinon, en 2006, vous aviez affirmé qu'il fallait absolument discuter avec le président Bachar el-Assad, vous étiez rendu en Syrie, et vous avez dit que vous avez vu en Bachar el-Assad un homme désireux de renouer avec la France. C'était avant qu'il commette les différents crimes contre sa population. Malgré tous ces crimes, la France recherche aujourd'hui une entente internationale la plus large possible pour combattre Daesh. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette position de la France par rapport à Bachar el-Assad? Comment lisez-vous cette attitude? Et selon vous, quelle est la priorité aujourd'hui pour la France? Oui, à l'époque où je me suis rendu à Damas pour rencontrer le président syrien, la situation était très différente. À l'époque, la question première était
comment règle-t-on la question palestinienne. Et j'avais expliqué à beaucoup d'amis qu'on ne pourrait jamais aboutir à un accord international sur la Palestine si la Syrie en était exclue. Et je me suis rendu à Damas pour rencontrer M. Assad, discuter avec lui. Donc c'était en 1997, 98, je crois, 98. Et l'homme m'est apparu, je dois vous le dire franchement, comme un homme civilisé, comme un homme ouvert, comme un homme prêt à un dialogue. Et, d'une manière, j'ai un peu contribué au rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Syrie. Mais c'était il y a fort longtemps. Depuis lors, pendant les printemps arabes, M. Assad s'est engagé dans une action de tuerie contre son peuple. Près de 300 000 personnes assassinées, torturées, blessées, des millions de réfugiés un peu partout dans le monde arabe, au Liban, en Jordanie ou dans des pays voisins comme la Turquie, et parfois en Europe comme en Allemagne. Donc cet homme est un criminel. Et je crois que vouloir l'associer en tant que tel à une solution contre le terrorisme est une absurdité. Et sur ce plan-là, le gouvernement français a entièrement raison. D'ailleurs, on voit bien à quel point l'intervention de la Russie, qui soutient le gouvernement syrien, est une intervention qui ne contribue en aucune manière à faire reculer Daesh, mais peut éventuellement consolider le régime syrien. Donc tout ça est très complexe, il n'y a pas une réponse simple. En plus, vous savez, en ce moment, il y a ce surenchérissement, si on peut dire, de la lutte très ancienne entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Tout ça affaiblit la coalition anti-Daesh. D'accord. Bon, merci M. Jaclang pour cette interview. Merci beaucoup, je ne sais pas si je vous apporte beaucoup là, vous le sachiez déjà. Merci.